Bonjour à tous, ici Maïna Gave, bienvenue sur Top Chrono, cette semaine à l'émission. Stimuler l'intérêt pour les carrières scientifiques et techniques auprès des jeunes filles, c'est l'objectif de la journée Femmes et filles de sciences. Remplacer les bacs verts par des bacs bleus, c'est l'objectif de la nouvelle réforme de la Ville de Montréal d'ici janvier 2025. Passe du régime de compensation à une responsabilité élargie des producteurs. Donc, ils vont assumer 100% des coûts de collecte, transport, tri, valorisation. Le vélo d'hiver, une pratique qui gagne en popularité depuis les dernières années grâce aux nouvelles infrastructures mises en place. Pourquoi mettre de l'avant ce mode de transport? Les gens en font de plus en plus parce qu'il y a plus d'infrastructures, mais il y a aussi un phénomène de masse critique, ou du moins plus il y a de gens qui en font, plus il y a de gens qui en voient des gens en faire, alors plus il y a de gens qui s'y mettent. Tout cela et bien plus encore, en 22 minutes, Top Chrono. Flash Info. On nous informe qu'une nouvelle loi vient d'être mise en place par le Conseil de mode du Québec. Porter du rose tous les mercredis serait maintenant obligatoire. On est mercredi? On revient. Après ce petit imprévu, nous sommes de retour. N'oubliez pas que le non-respect de cette loi peut vous fermer la porte aux boutiques Garage et Dynamite, et ce, de manière définitive. Poursuivons. Pour une 7e année consécutive, l'événement Femmes et filles de sciences est de retour à Montréal, l'occasion de promouvoir et ouvrir l'accès au domaine scientifique à la gente féminine, et ce grâce à diverses activités. Notre reporter Esther Solio était présente sur les lieux. Le public est présent en grand nombre au Centre des sciences de Montréal pour l'événement Femmes et filles de sciences. Créé à l'occasion de la Journée internationale des femmes et filles de sciences, l'événement propose une programmation grand public d'activités autour des thématiques scientifiques. Ateliers pratiques, rencontres avec des entreprises du milieu scientifique, conférences, la programmation vise à vulgariser la science auprès du grand public. L'occasion également de rencontrer des femmes scientifiques au parcours inspirant, comme Chloé Savard, microbiologiste montréalaise. Je fais de la vulgarisation scientifique et je suis microbiologiste. Je fais du microscope, des vidéos au microscope, autant de créatures que je trouve dans les marais, mais aussi d'aliments ou d'objets de tous les jours. Je mets ça en lumière sous le microscope, j'essaie de rendre ça artistique, émouvant, un peu magique. Puis j'explique un peu tout ce qu'on y voit de manière scientifique, donc avec mes sources. Est-ce que vous pouvez voir? Le monde microscopique qui nous entoure, il est inaccessible un peu, mais autant, moi, je veux le rendre accessible pour les gens qui n'ont pas de microscope à la maison ou qui n'ont jamais eu la chance d'en avoir un. Puis, si je peux aussi inspirer les jeunes filles ou des femmes à faire de la science avec mon contenu, j'aurais réussi ma mission. Les femmes sont encore sous-représentées dans le domaine scientifique. Selon un rapport de l'ONU, seulement un chercheur sur 3 est une femme. Et le Québec n'échappe pas à ce constat. Ingénieurs Canada a mis une cible de 30% de femmes ingénieurs en 2030. Actuellement, on est à, je pense, 18%. Fait on y arrive tranquillement, pas vite, mais on n'est pas encore rendu. Donc, les journées comme ça, c'est à ça que ça sert, principalement pour nous, de venir alimenter l'intérêt des jeunes filles. La promotion des sciences et la représentation féminine dans ce domaine est encore nécessaire afin de permettre l'identification des plus jeunes à des modèles de réussite pour envisager atteindre une égalité de genre dans ce domaine. Esther Solio pour Top Chrono. Faire le tri n'aura jamais été aussi simple. Dès janvier 2025, la Ville de Montréal prévoit une nouvelle réforme du système de recyclage, une entente qui prévoit des changements autant pour les producteurs que pour les citoyens. Un reportage de Lucas Saniti. La manière dont Montréal recycle s'apprête à changer. À partir du 1er janvier 2025, les producteurs d'emballage seront représentés par un seul et même organisme, Éco-entreprise Québec. Actuellement, la Ville de Montréal et les autres municipalités du Québec doivent trouver des solutions afin d'inciter les producteurs à prendre des décisions durables lors de la gestion des matières. Avec cette nouvelle entente, ce sont les producteurs qui prendront en charge de cette responsabilité. On passe du régime de compensation à une responsabilité élargie des producteurs. Donc, ils vont assumer 100% des coûts de collecte, transport, tri, valorisation et ils vont être responsables de la matière du moment de la conception jusqu'à la valorisation.
Ce changement de paradigme va permettre à Montréal de faire des économies de plus de 20 millions de dollars par année. L'entente avec Éco-entreprise Québec vise aussi à sensibiliser davantage les citoyens qui sont parfois mal renseignés sur les matières qui vont dans le bac. Les Québécois participent d'emblée au système de collecte sélective, mais on retrouve en centre de tri régulièrement, quotidiennement, des objets qui ne devraient pas s'y retrouver. Selon Sarah Youssef, agente d'environnement à l'écoquartier de Côte-des-Neiges, cette réalité ne se limite pas seulement au centre de tri. Ce qu'on va voir, c'est des bacs qui sont largement contaminés. Donc, par exemple, trouver des résidus alimentaires dans les bacs de recyclage, trouver des ordures, comme par exemple des couches, c'est déjà arrivé. Avec cette nouvelle restructuration, Sarah espère que les citoyens changeront leur manière de percevoir la collecte. T'sais, les déchets, les gens, c'est pas beau, c'est dégueulasse, je veux pas y toucher, je veux pas y penser. Mais il faut y penser, puis il faut qu'on les change, là, les choses. Lucas Saniti pour Top Chrono. À Montréal, le nombre de cyclistes d'hiver ne cesse d'augmenter, avec une hausse de 27% des utilisateurs depuis la saison passée. Qui sont ces personnes qui n'ont pas froid aux yeux et pourquoi opter pour ce mode de transport plutôt qu'un autre? Un reportage de Anaïs Voignoux. Un engouement remarqué par les commerçants comme Simon Baudouin, propriétaire du magasin Vélodidacte sur le plateau. Les gens en font de plus en plus parce qu'il y a plus d'infrastructures, mais il y a aussi un phénomène de masse critique, ou du moins plus il y a de gens qui en font, plus il y a de gens qui en voient des gens en faire, alors plus il y a de gens qui s'y mettent. Nous, pour vous donner une idée, là, il y a 5 ans, si je ne me trompe pas, là, plus ou moins 1 an, la boutique était fermée l'hiver. Ensuite, c'était ouvert sur rendez-vous. Ensuite, ça a été ouvert avec un seul employé. Maintenant, on est plus qu'une personne sur le plancher. Donc, on espère qu'il va continuer à avoir de la croissance. Les commerces ne sont pas les seuls à s'adapter à la demande hivernale, puisque les entreprises comme Bixi suivent l'engouement de cette pratique. Cette année, pour la première fois, les vélos de l'enseigne restent disponibles l'hiver. Un projet pilote qui pourrait s'établir durablement. Mais qu'est-ce qui fait de Montréal une ville plus propice aux vélos d'hiver? Nous nous sommes renseignés auprès de Marianne Giguère, conseillère de la ville associée à la mobilité et responsable du plan vélo. À entretenir le réseau cyclable l'hiver, donc à déneiger les pistes. On a commencé dans les quartiers centraux, beaucoup plus au plateau, dans Rosemont-la-Petite-Patrie. Mais maintenant, toutes les pistes qu'on aménage aujourd'hui, en fait, depuis 6 ans, sont conçues là, pour être faciles à entretenir l'hiver. C'est pris en compte dans la conception. Les arrondissements ont tous embarqué maintenant, ou presque, là, en tout cas au moins ceux de mon administration. Et donc, on entretient là, 730 km de pistes cyclables l'hiver. Conception de pistes propices au déneigement, réparation des pistes, allocation pour l'achat d'un vélo, la ville s'adapte au déplacement des Montréalais. Madame Giguère espère que les aménagements de la ville permettront aux familles ainsi qu'aux personnes âgées de prendre de l'assurance et de se déplacer en vélo chaque hiver. Anaïs Voignoux pour Top Chrono. Dans quelques minutes, Top Chrono, nous accueillerons Charline Hutin, étudiante et fondatrice du nouveau balado sportif du Stade au podcast. Comment le sport occupe-t-il une grande place dans les différentes sphères de l'actualité de notre société? Réponse juste après la pause. À tout de suite. Elle est étudiante en études internationales à l'Université de Montréal, mais pas que. Elle s'implique également dans le Polémique, le journal des étudiants en sciences politiques et études internationales de l'UDM. Elle a créé un balado sportif. Bonjour Charline. Bonjour, merci pour l'invitation. Vous êtes à l'origine de ce podcast. D'où vous est venue l'idée? Pourquoi créer un podcast?
En fait, j'étais déjà investie dans le polémique. On faisait des brèves d'actualité, donc on faisait déjà un petit peu de podcast toutes les semaines. Et puis, donc, Zoé, donc la co-chef du podcast, elle a dit qu'après les vacances d'hiver, on partirait sur des projets perso. Et moi, dans les brèves d'actualité, j'avais déjà fait un petit épisode sur les Jeux Olympiques en parlant de la trêve olympique notamment. Et du coup, je me suis dit, mon projet perso, ce sera sur le sport et la politique pour voir quel lien on peut faire entre les deux et quelle corrélation on peut trouver dans les objets du quotidien, enfin, les aspects du quotidien, on va dire, et le sport, et de quelle façon, dans quelle mesure c'est interrelié. Est-ce que vous aviez un objectif précis derrière la création de ce podcast, comme démystifier le sport ? En réalité, pas tellement. Je sais que moi, c'est quelque chose qui m'intéressait énormément parce que je suis très sportive. J'ai fait énormément de disciplines différentes. Donc, c'est quelque chose qui m'intéressait vraiment personnellement. Puis, étant donné que j'ai étudié la politique, faire le lien entre les deux, c'était plus un intérêt personnel qu'un but d'instruire les autres ou d'en apprendre aux autres, même si moi, personnellement, j'en apprends énormément dans mes entrevues. Donc, avoir choisi justement le thème du sport parce que vous êtes une grande sportive à la base, est-ce qu'il y avait d'autres corrélation avec ce thème-là. Pourquoi avoir choisi ce thème-là en particulier? Le sport? Oui. Parce qu'il y a eu les Jeux Olympiques. Et comme j'ai dit juste avant, dans une des brèves d'actualité où en fait on raconte très rapidement ce qui s'est passé, j'ai expliqué ce que c'était la trêve olympique. Et je me suis dit, en fait, il y a énormément d'enjeux politiques au sein des Jeux Olympiques. Et comme grande sportive, j'étais intéressée par les Jeux Olympiques. Et en comprenant tout l'engrenage qu'il y a autour, au niveau de la politique, je me suis dit, en fait, c'est hyper intéressant et c'est hyper complexe et je veux comprendre ce qui se passe. Donc, c'est parti de cet intérêt-là autour des Jeux Olympiques où je me suis dit, on peut aller voir plus largement ce que ça fait. Puis, je sais aussi que un de mes plus gros regrets, c'est de ne pas avoir été pro dans une discipline. Et ça peut se relier du coup à l'épisode que j'ai fait avec le sport et les études. Où tu sais, les étudiants, ils sont du coup à l'université à faire des études et athlètes. Et du coup, c'est un des épisodes que j'ai fait. Donc c'est pour ça que je me suis dit, pour aller voir plus largement ce qu'il y a autour du sport. Donc c'est vraiment un thème qui va être constant ou alors est-ce qu'il y a le projet peut-être de partir sur quelque chose d'autre plus tard? Étant donné que le podcast s'appelle Du stade au podcast, on va vraiment rester sur le sport. Ça va prendre plusieurs évolutions parce que là, on va clore la saison 1 et j'ai d'autres projets pour la saison 2 avec d'autres thèmes, mais ce sera toujours relié au sport. Et donc, est-ce qu'il faut forcément tout connaître sur l'actualité du sport puis être spécialisé là-dedans pour le comprendre ou c'est vraiment ouvert à tout le monde? Est-ce que c'est facile de compréhension? Alors, faut pas tout connaître parce que même moi, la première, des fois, je fais beaucoup de recherches pour préparer mes épisodes et puis avec les intervenants que je reçois, j'en apprends aussi beaucoup. Donc non, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de connaissances, on est justement là pour ça, pour expliquer les liens qui peuvent être faits. Et puis oui, c'est vachement facile de comprendre parce que tous les termes qu'on utilise, on les explique. Par exemple, quand on parle avec l'étudiante athlète, et toutes les compétitions, tous les trophées, on va expliquer ce que c'est. Pareil, quand on parle du soft power, on explique aussi toutes les dimensions qu'ils peuvent avoir. Donc c'est vraiment accessible d'accès, puis tout le monde peut en apprendre beaucoup, puis il n'y a pas forcément d'avoir des connaissances préliminaires pour les écouter. Dans le 3e épisode, le sport comme objet de soft power, on mélange sport et politique. On en écoute d'ailleurs un extrait. Si on reprend un peu l'exemple qu'on a pris tout à l'heure de Kylian Mbappé à l'Elysée, on voit qu'il n'y a clairement pas de séparation entre le sport et la politique parce qu'on a un joueur de foot qui dîne avec le président de la République. Tu penses quoi, toi, de cette démarcation entre le sport et la politique? Je trouve que ça fait du sens. Je trouve que les joueurs de football professionnels qui sont super populaires comme ça, c'est des acteurs politiques en tant que tels. Donc, ça fait du sens que les États essayent un peu d'instrumentaliser ça parce qu'ils ont de l'influence sur la population au complet. Donc, Charline, quel lien on peut faire justement entre le sport et la politique? Est-ce qu'on peut dire que l'un ne va pas sans l'autre? Alors, ça, je vous laisserai écouter mon épisode 3 parce qu'on a la réponse à l'intérieur. Mais personnellement, je pense que l'un ne va pas sans l'autre parce que tout est politique. On l'apprend quand on est étudiant en sciences politiques, puis ça se comprend aussi dans la vraie vie. Le sport est devenu un objet de soft power. Le sport permet de revendiquer certaines causes, certaines luttes. On peut penser au mouvement racisme, au mouvement aussi féministe. Donc pour moi, tout est politique et pour moi, le sport est aussi politique et la politique utilise le sport pour promouvoir des mouvements ou pour promouvoir des politiques gouvernementales nationales. Est-ce que selon vous, il y aurait justement un sport qui prônerait plus ou la politique serait plus partie prenante justement dedans? Est-ce que vous auriez des exemples sur lesquels vous êtes basé pour la création de l'épisode? Alors, je pense pas parce que, toujours dans l'épisode 3, chaque sport, on en parle dans l'épisode 3, chaque nation a un sport national.
Donc, on ne va pas avoir la même relation, par exemple, au Brésil, on ne va pas avoir la même relation pour le sport, pour la course, qu'on pourrait avoir, par exemple, en Corée du Sud. En France, le football n'a pas la même signification qu'au Japon. Donc, il y a vraiment, chaque nation va avoir son sport et va faire passer des messages, va mettre son gouvernement et sa politique dans le sport qui représente le plus la nation. Ok, d'accord. Et justement, prochain épisode, il est prévu pour quand? Pour mercredi, donc dans 2 jours. Un petit indice sur ce qui attend les auditeurs. On a pour la première fois une professionnelle. Donc là, on a vraiment une professeure du département de sciences politiques de l'université avec qui on va pouvoir parler de l'affiliation, du lien qu'on peut faire entre l'affiliation politique et la pratique d'un sport. Vous aviez prévu combien de saisons? Une saison, par exemple, comporterait combien d'épisodes? Vous savez un peu comment vous organisez pour la suite? Non, on ne sait pas du tout. On fait vraiment ça au feeling parce que le Palado devait commencer beaucoup plus tôt. Donc, il y a plein d'épisodes qui ne sont pas sortis parce qu'en fait, on a manqué de temps. Mais ce n'est pas plus mal parce qu'avec tous les examens et toutes les autres choses, c'est compliqué de tenir le rythme. Puis, il y a beaucoup de montage. C'est des gros épisodes de 40 minutes, 1 heure en fonction du sujet. Donc, non, ça, on verra vraiment la prochaine saison. Peut-être qu'on sera plus régulière, peut-être qu'il y en aura moins, ou peut-être qu'on ne sait pas du tout. Donc, on verra, mais moi, je suis quand même satisfaite de la saison qu'on va finir là la semaine prochaine. Puis, c'est ça. Si les auditeurs écoutent et que ça leur plaît, c'est le principal. Eh bien, écoutez, parfait. Prochain épisode, mercredi. Notez ça à vos agendas. Ça nous a fait extrêmement plaisir de vous avoir parmi nous. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous pour l'initiative et pour mettre un petit peu en lumière mon projet. Vous pouvez retrouver son podcast sur Spotify du Stade au podcast par Charlie Nutin. On se dirige du côté de l'éducation maintenant. Les professionnels œuvrant dans le domaine de l'éducation spécialisée commencent à s'essouffler. Un ras-le-bol général s'installe. Myriam Paradis, jeune éducatrice spécialisée, travaillant dans une école accueillant des élèves en difficulté d'adaptation, rentre du travail complètement épuisée. Salaire trop bas, charge de travail trop élevée, manque de main-d'œuvre et de reconnaissance. Elle œuvre dans des conditions de travail qualifiées comme déplorables. Puis dans le fond, ce qui arrive dans nos milieux, c'est qu'on a des TES qui sont en arrêt de travail à cause de l'épuisement professionnel, puis on a des TES qui sont en arrêt de travail à cause de des blessures infligées dans le milieu. Des fois, on a des élèves qui vont nous graffiner, nous mordre, nous cracher dessus, mais ça, c'est pas nécessairement des blessures qui vont faire qu'on va être en arrêt de travail, mais ça va plus être des blessures. On peut se faire tirer les cheveux, ce qui fait qu'on a des maux de dos, on peut se faire plaquer au mur. David Goudreau, auteur et conférencier en prévention du suicide, propose quelques réformes au niveau du financement dédié aux intervenants dans les écoles. Il affirme que la présence de bons éducateurs spécialisés dans les milieux scolaires améliore généralement le rapport des jeunes avec les ressources en santé mentale. Les enfants qui ont affaire à des bons intervenants en cours de route, quand ils vont être plus grands, en crise, vont être plus ouverts à aller consulter, à avoir de l'aide. Mercredi, plusieurs régions du sud de la province ont entendu le tonnerre gronder en raison d'une forte cellule orageuse qui est passée tout juste au nord de Montréal au courant de l'après-midi et qui a terminé sa balade sur la rive sud en soirée. Cette cellule orageuse a donné le feu vert à la saison des orages au Québec, puisqu'un autre épisode orageux est prévu vendredi dans le sud de la province. Bien que ces orages vont rester de faible intensité, ils pourraient quand même occasionner des inondations locales en raison de la forte pluie pour les régions entre l'Outaouais jusqu'en Estrie, passant aussi dans Montréal et les Laurentides, avec de petits grêlons qui sont également possibles. Du côté de l'astrologie, maintenant, l'éclipse n'a pas épargné vos signes, mesdames. Après une pleine lune et une éclipse solaire en bélier, c'est maintenant Mercure qui est en rétrograde, toujours en bélier. Planète de la communication, attention à vous, chers béliers, vous allez avoir tendance à être très impulsif. Il se peut que votre énergie soit quelque peu agressive durant les prochains jours, que ça soit dans vos mots ou vos actions. Donc n'oubliez pas de réfléchir à 2 fois avant de prendre une décision et surtout pas de précipitation. C'est tout pour aujourd'hui. Lors de la prochaine émission, Philippe Tremblay vous présente un reportage spécial sur un collectionneur passionné par le cinéma. Si certains pensent qu'il n'est plus nécessaire de posséder des DVD chez soi, d'autres croient qu'il y a encore un intérêt à posséder des films en format physique. J'ai réalisé qu'au début, quand je collectionnais des films, c'était vraiment de l'affectif. Donc, il y avait certains films que je voulais posséder, même si je ne les revoyais pas. Par la suite, il y a la curiosité aussi pour le cinéma, pour les arts, pour la manière de faire un film. Tout sur ce sujet et bien plus encore. Merci d'avoir été présent ce soir. C'était Maïna Gave. On se retrouve pour une autre émission d'information dans une semaine. Top chrono.